Bonjour, merci à tous d'avoir bravé grève, manifestations et travaux à Liège pour quand même nous rejoindre en nombre aujourd'hui. Donc pour inaugurer cette nouvelle saison des Midis de l'Imaginaire, cette rentrée des Midis de l'Imaginaire, on accueille pour la troisième fois déjà, deuxième fois en vrai, troisième fois en tout, Nicolas Telob qui inaugure alors un mini-cycle, on va dire, des Midis de l'Imaginaire consacrés à la fantasy. Puisqu'il y en aura trois qui nous occuperont jusqu'en décembre, trois midis imaginaires consacrés à des figures de la fantasy. Donc on est très content d'accueillir Nicolas Telob, que je vais présenter rapidement. Donc il est enseignant et journaliste un peu touche à tout, mais surtout spécialisé dans le cinéma et la bande dessinée. Il est notamment rédacteur en chef des hors-séries des cahiers de la bande dessinée, de la BD. Il est rédacteur adjoint de la revue de cinéma La 7e Session. Il a l'année passée participé à la relance de la revue Métal Hurlant. Et aujourd'hui, ça je pense que c'est ton actualité la plus récente, tu es directeur adjoint d'une nouvelle revue de mode qui s'appelle Silhouette. Voilà. À côté de ça, il est aussi auteur de nombreux livres, de nombreux essais. Je ne vais pas les citer tous, mais on citer peut-être les derniers. Quand même, l'Astro Boy, parce que les amis de la Fabrique des Héros sont là, donc un Astro Boy dans la Fabrique des Héros, une collection des impressions nouvelles consacrée aux grandes figures de la culture pop, qui est sorti en 2020, il me semble. Un essai consacré au réalisateur Richard Fleischer l'année passée, et un livre tout récemment, coécrit avec Xavier Mauméjean, consacré à Jacobs et à Black et Mortimer. Voilà. Et alors, la grosse actualité pour Nicolas pour l'instant, c'est qu'il vient de cofonder une maison d'édition qui s'appelle les éditions Musidora et qui est consacrée aux imaginaires en tout genre, aux imaginaires mais au sens large du terme, et dont le premier livre est sorti hier, en l'occurrence, qui est un roman espagnol de l'auteur que j'ai ici, de l'auteur Enrique Gaspar, et qui a l'originalité d'être le premier roman de science-fiction qui imagine une machine à voyager dans le temps. Tu me corriges si je me trompe. Et qui n'avait jamais été traduit ni édité en France, en français. Donc voilà, ça c'est le premier bouquin, et puis le premier d'une longue série, on espère. Je vais lui laisser la parole tout de suite. Il va nous parler donc des plus petits, mais sûrement des plus célèbres figures de la bande dessinée. J'ai bien entendu parler des Schtroumpfs. Merci Nicolas, merci à tous et bonne conférence. Merci. Je suis ravi de parler des Schtroumpfs parce que c'est quand même une bande dessinée qui a bercé mon enfance et qui continue à accompagner l'âge adulte, enfin, si tant est qu'on y soit arrivé. Quand il s'agit de bande dessinée, surtout la bande dessinée franco-belge, on cherche toujours à chercher des scènes primitives qui expliqueraient la raison pour laquelle des auteurs ont réussi à imaginer des personnages, des univers, des séries comme ça. Pour Jacobs, par exemple, on a toujours l'habitude de parler cette anecdote selon laquelle il serait tombé au fond d'un puits quand il était petit, et qui expliquerait la raison pour laquelle il est resté très longtemps dans le puits. Et ça expliquerait la raison pour laquelle, dans Black et Mortimer, les héros passent leur temps dans des souterrains. Et puis il y a plein d'autres anecdotes comme ça dans l'histoire de la bande dessinée. Et pour les Schtroumpfs, et pour Peyo, l'auteur, il y a en réalité deux scènes primitives qu'on pourrait citer. Il y en a une qui se rapporte à sa petite enfance, en tout cas quand il était très jeune à l'école primaire. Et il s'en allait le cœur lourd en fait le matin à l'école parce qu'il n'avait pas révisé les cours et il y avait une interrogation qui devait être faite. Je ne sais plus si c'était une interrogation à l'oral ou à l'écrite, mais en tout cas, il savait qu'il allait échouer et il ne pouvait pas assumer ça. Et donc il a préféré simuler un mal de ventre. Mal de ventre terrible, le mal de ventre qui ne permet pas d'assurer la présence en classe. Et donc on l'emmène chez le médecin diagnostique une crise d'appendicite. Il doit être opéré en urgence, sachant que Peyo, en fait, il ressent rien du tout, lui est tranquille. Donc il se dit, c'est la cata, déjà il se fait opérer, on lui ouvre le ventre, quoi, et puis en plus il se dit, ils vont se rendre compte que c'était du flan, quoi. Non. En fait, l'intervention se passe et puis on lui dit, heureusement qu'on l'a opéré parce que c'était une crise d'appendicite à un stade extrêmement avancé. L'infection allait peut-être être fatale, quoi. Donc bon, y a un truc qui s'est peut-être fait dans l'esprit de Peyo à ce moment-là, parce que ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le mensonge, il est devenu réalité.
Et est-ce qu'il a été, dans sa réflexion jusque-là, je ne sais pas, mais en tout cas, on pourrait y voir un enseignement qui serait lié à la fonction de l'imaginaire. C'est-à-dire que l'imaginaire, ici, il atteint un stade que la réalité, elle, n'avait pas soupçonné. C'est-à-dire que l'imaginaire, il offre une capacité, par le faux, d'atteindre une part de réel que la réalité et le réalisme n'atteint pas. Donc l'imaginaire révèle en fait une réalité qui était insoupçonnée. Je répète, hein, c'est pas Peyo qui formule ça comme ça, mais il y a peut-être un enseignement qui s'est fait inconsciemment par rapport à ça. Et en tout cas, on pourrait très bien problématiser les Schtroumpfs et même les autres séries de Peyo, en particulier Johan et Pierre-Louis, de cette manière-là. Parce qu'en tout cas, il s'est toujours orienté dans la création de ces bandes dessinées vers un imaginaire qui est très fantaisiste, hein, pour reprendre la thématique qui est celle des Midi de l'imaginaire. Le merveilleux médiéval, en tout cas, c'est ça. Hein. On est dans un imaginaire pur et dur, celui des contes de fées, quoi, finalement. La deuxième scène primitive, c'est le moment où le mot Schtroumpf est forgé, enfin en tout cas il sort de nulle part. L'anecdote est connue, hein, désolé si je radote pour ceux qui la connaissent par cœur, mais c'est les années 50, milieu des années 50, il y a Peyo, Franquin et leurs familles respectives qui passent l'été dans une station balnéaire de la mer du Nord en Belgique. Et ils sont à un repas, et Peyo demande à Franquin de lui passer le sel, et le mot lui vient pas. Il dit passe-moi le Schtroumpf, quoi. Franquin lui tend la salière, il lui dit tiens, voilà ton Schtroumpf. Et Peyo lui répond merci de me l'avoir schtroumpfé, dès que je l'ai utilisé je te le reschtroumpferai, enfin vous voyez. Et tout le repas se fait comme ça. C'est tout à fait anecdotique, mais en fait ce mot sorti de nulle part, qui est un mot de vacances, quoi, un mot de liberté, d'amusement, de divertissement, il va ressortir quelques années après, en 1958, dans une bande dessinée que Peyo commence à faire paraître dans le journal de Spirou, qui est donc une énième aventure de Johan et Pierre-Louis, qui s'appelle à l'époque La flûte à 6 trous. Au moment où cette aventure paraît dans le journal de Spirou, le titre serait vraiment la flûte à 6 trous, comme on le voit sur l'écran à gauche. Vous voyez, le bandeau titre, il est explicite. Mais comme les Schtroumpfs vont apparaître dans cette aventure et vont connaître immédiatement une popularité qui est énorme, au moment où l'album va être édité quelques années après, ça va être rebaptisé La flûte à 6 Schtroumpfs. D'où la couverture à droite. Donc ça c'est très signifiant, hein, le fait que des personnages qui sont somme toute assez secondaires s'invitent finalement en vedette dans le titre d'une aventure de Johan et Pierre-Louis. Alors dans cette bande dessinée, Peyo ménage complètement ses effets parce que les Schtroumpfs, on ne peut pas dire qu'ils apparaissent tout de suite. Il y a une présence qui est suggérée à la planche 18. Donc ça, c'est la toute première apparition, c'est historique, d'un Schtroumpf. Donc voilà, c'est pas, on le reconnaît pas encore bien. Hein. À la planche 20, c'est la première fois qu'on entend parler du langage Schtroumpf, hein, parce que vous voyez, il y a encore un Schtroumpf ici qui est largement camouflé et dissimulé, et puis on entend bonne Schtroumpf. Alors, on peut s'imaginer que c'est bonne chance. À la planche 34, ils sont évoqués par un magicien qui dit voilà, ouais, il faut aller voir les Schtroumpfs. C'est qui, c'est quoi? À vos souhaits, répond Pierre-Louis. Et à la planche 57, enfin ils apparaissent. Et on les voit avec leur village, et tout est déjà en place en fait dans l'imaginaire des Schtroumpfs avec la présence des champignons, en tout cas des maisons champignons, et qui donnent toute la mesure en fait de leur taille. Et dès la planche suivante, pour bien montrer que l'univers il était construit dès le départ, il y a le grand Schtroumpf qui apparaît, et à cette occasion on apprend qu'il a 542 ans, et que les autres Schtroumpfs ont à peu près 100 ans, et d'après lui ce sont des genoux. Donc voilà, en tout cas, pour le moment, ce sont des personnages secondaires. Vous voyez, ils apparaissent extrêmement tardivement dans l'album, à la planche 57, alors que l'album, il fait quoi, 65,
planches en tout, ce qui est déjà un nombre de pages assez conséquent pour un album à l'époque. Mais donc voilà, c'est vraiment pas clairement dans l'esprit de Peyo des personnages qui ont une importance considérable. Pour l'action, ils ont une importance considérable, mais pour lui, les Schtroumpfs, dès l'album terminé, c'est une histoire ancienne, quoi. C'est fini, il ne reviendra pas là-dessus. En fait, ça ressort en 1959 parce qu'à l'occasion d'un numéro spécial vacances du journal de Spirou, il y a Peyo et Yvan Delporte. Yvan Delporte, c'est le rédacteur en chef, enfin, pas historique parce que c'est pas le premier, mais en tout cas, c'est l'un des plus importants rédacteurs en chef du journal de Spirou, parce que c'est celui qui a permis une inventivité folle dans les années 50 et une bonne partie des années 60, avec les auteurs un peu marquants de l'époque, comme Franquin, Peyo, évidemment, mais aussi Will, et j'en passe. Hein. Donc, Yvan Delporte, qui était une figure quand même assez importante et puis audacieuse, hein, c'était un anarchiste en puissance, en fait, hein, avec une barbe énorme. Et puis avec un engagement politique qui se cachait pas, il était syndicaliste, ce qui déplaisait évidemment aux éditions Dupuis, hein, parce que c'était pas du tout dans leurs intérêts, et lui il était à la tête du journal. Enfin bon, vous voyez, il y a un truc quand même qui est gênant. Mais en tout cas, Delporte, il dit, mais pourquoi on ne ferait pas des mini-albums ? C'est-à-dire, c'est un principe qui va être initié à l'été 59. Il s'agit en fait d'éditer des petites planches sur un format A4. Donc, il y a 4 planches sur une page A4. Et quand on replie, enfin, on dégrafe évidemment ce livret, quand on le replie selon un mode d'emploi qui est bien précisé évidemment dans le journal et qu'on découpe un endroit particulier aussi de ce format, on obtient un mini-album de 48 pages avec des toutes petites cases, etc. Et Delporte, il dit, mais pour inaugurer ce format-là, les Schtroumpfs, ça va être les personnages idéaux, en fait, parce qu'ils sont eux-mêmes très petits, donc ils sont faits, c'est comme s'ils avaient été inventés pour ce format-là. Peyo, il n'y croit pas du tout, parce qu'il dit, oui, les Schtroumpfs, qui ça intéresse lui, c'est vraiment Johan et Pierre-Louis. Hein. Sa série préférée, ça a toujours été Johan et Pierre-Louis. Mais néanmoins, il dit, ouais, pourquoi pas, ça peut te faire plaisir. Ils essaient de convaincre les éditions Dupuis qui accèdent à la requête, mais ils se disent que ça ne va pas marcher. En fait, ça a fait bondir les ventes du journal, et c'est devenu un truc hyper populaire. Il y a régulièrement eu des mini-récits, notamment des Schtroumpfs, mais aussi d'autres personnages dans le journal de Spirou. Et les Schtroumpfs, ils ont acquis une énorme popularité à travers, d'abord, ce format des mini-récits. Et là, de nouveau, hein, le premier mini-récit, c'est les Schtroumpfs noirs en 59. Donc vous voyez, hein, sur l'écran à droite, vous avez les petites pages qui sont présentées. Quand ça sortira en album plus tard, tout sera remonté et redessiné, de façon à ce que ça puisse occuper quand même suffisamment d'espace sur une planche traditionnelle, un format A4 quoi, à peu près. Par ailleurs, quand ce sera en planche, au début, Peyo il fera des strips de 5 bandes. Ce qui ne se fait pas normalement en bande dessinée parce que c'est très étroit, quoi. En fait, c'est pour rappeler quand même la petitesse des personnages. Hein. Donc voilà, assez surpris, il constate le succès, très bien, et puis en fait il refait comme ça régulièrement des mini-récits qui à chaque fois ont davantage de succès, et puis il y a toute une machine qui va se mettre en place par la suite avec des petites figurines en latex qui vont être vendues, des publicités qui vont être demandées par Kellogg's par exemple, ou par BN, vous voyez, des choses comme ça. Et donc il y a vraiment une sorte d'engouement qui se fait immédiatement et qui ne fait que grandir par la suite. Et du coup, il y a quelque chose de paradoxal dans cette approche-là, en tout cas dans la façon dont ce succès se manifeste à Peyo, parce que pour lui, ce n'étaient que des personnages secondaires et qui étaient vraiment destinés à disparaître ensuite. Et finalement, c'est eux qui occupent toute la place au détriment de sa série préférée, qui est Johan et Pierre-Louis. Donc ça, c'est le premier paradoxe. Le deuxième, c'est que, à force d'être
sollicité notamment par les commandes, les publicités, les dessins animés qui vont se faire très vite aussi, Peyo il va être obligé de s'éloigner de plus en plus de la table à dessin et de déléguer son travail à des assistants. Il va créer le studio Peyo. Et ça, c'est un autre paradoxe quelque part, parce que c'est un personnage qui est fondamentalement solitaire, qui est autodidacte. D'après lui, c'est pas dessiné. Bon. En tout cas, il se définit comme un laborieux du dessin. Et donc, il ne sait même pas en fait comment diriger vraiment ses assistants qui vont devenir des auteurs considérables par la suite. Il y a Walteri qui va créer Natacha plus tard, il y a Goss, il y a Wasterlin, Dr Poche, vous voyez, il y a même André Ben qui va créer par la suite Mick Macadam. Enfin bon, il y a vraiment des jeunes gens qui quelquefois sont même tout juste majeurs, qui vont avoir une importance assez considérable pour la série, mais qui vont l'aider surtout donc à créer ces aventures-là. Et lui, quand il doit donner des conseils, en fait, il ne sait pas. Il dit, je crois que c'est à Walteri qui dit, ah non, ça doit être à Wasterlin. Il dit, il y a un truc qui ne va pas, je ne sais pas quoi, mais il y a un truc qui ne va pas dans la planche que tu as dessinée. Et vous voyez, il y a un rapport très instinctif, en fait, à l'image et au récit dessiné, qui était admiré par Franquin. D'après Franquin, il suffisait de mettre une planche de Peyo au mur, et tout de suite, instantanément, on comprenait l'action. Donc il y avait une admiration réciproque, en plus d'une amitié entre Franquin et Peyo. Peyo admirait le dessin virtuose de Franquin, et Franquin admirait de son côté la façon dont il avait, Peyo, de construire un récit en images qui est d'une limpidité extrême. Et c'est vrai que c'est assez déroutant quand on s'immerge dans les bandes dessinées de Peyo et qu'après on voit chez Franquin. Franquin, en comparaison, ça paraît complètement baroque, presque illisible. C'est pas péjoratif ce que je dis, c'est tellement foisonnant que du coup, en comparaison de Peyo, il y a vraiment un fossé. Enfin bref. Du coup, voilà, il se met à devoir déléguer, alors que fondamentalement, il est incapable de déléguer. Et puis finalement, autre paradoxe, c'est que, alors que sa vocation, ça a toujours été d'être un conteur, vraiment un raconteur d'histoire, il finit sa carrière, et quand même, les 20-30 dernières années de sa vie, en homme d'affaires plutôt qu'en créateur, plutôt qu'en raconteur d'histoire. Et d'ailleurs, ce côté comment dire, industriel dans la production des Schtroumpfs, on a l'impression qu'elle est conditionnée même par les personnages eux-mêmes. Vous voyez, c'est des personnages qui sont identiques, qui ont un physique absolument conforme les uns aux autres, et quelquefois même la même gestuelle, etc. Les assistants de Peyo se contentent souvent d'aller décalquer des Schtroumpfs dans les anciennes aventures pour pouvoir les animer dans les aventures qui suivent. Donc il y a un côté, vous voyez, fabrication à la chaîne qui semble être inhérent au personnage lui-même, aux personnages eux-mêmes, j'ai envie de dire. On sait qu'il y a une centaine de Schtroumpfs, voilà, on a l'impression qu'ils sont sortis de l'usine, quoi, comme ça. Et puis ce côté industriel, il se retrouve aussi dans la façon dont il va développer en fait la franchise Schtroumpf, parce qu'il ne va cesser de recycler ses propres histoires. Ces histoires, elles sont d'abord publiées sous forme de mini-récits, comme on l'a dit auparavant, puis après, ils vont être republiés dans le journal de Spirou, mais au format planche normale, redessiné. C'est-à-dire que tous les 5 ans, l'univers des Schtroumpfs se régénère de cette façon-là. Et pareil, après, il y a des albums ou des histoires qui sont commandées exclusivement pour des albums publicitaires, pour des marques, comme le Cosmo Schtroumpf, qui est sublime, qui est en fait à l'origine un album publicitaire qui est offert par BN, les biscuits, quoi. Et puis lui, dès que l'album a été introuvable de ce côté-là, il le republie dans le journal Spirou, et puis derrière, il le republie en album. Enfin bon, vous voyez, il y a vraiment un côté, là aussi, une logique industrielle, qui est d'ailleurs inhérente à la bande dessinée. Il y a une histoire de la bande dessinée, quand même, qu'il ne faut pas occulter, qui est liée à cette logique éditoriale. Et du coup, les Schtroumpfs, c'est comme s'ils étaient conditionnés par ça, quelque part. Et ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant, et ça ne veut pas dire que Peyo est méprisable pour ça, au contraire, quoi. Il a réussi, grâce à un imaginaire qui est très singulier, à trouver le succès
commercial, même si ça l'a finalement un peu rattrapé et étouffé par la suite. Voilà, en tout cas, il y a une quinzaine d'années qui sont miraculeuses dans la création Schtroumpf, entre 58 et 75-76 à peu près, où vraiment il y a une succession de récits qui sont absolument magiques et formidables. Et c'est là-dessus, c'est sur cette période-là que je vais m'arrêter un peu, même si je ne vais pas citer tous les albums. Je voudrais bien parler pendant des heures du Cosmo Schtroumpf ou bien du Krakoukas, mais je dois vous libérer à 13h parce que sinon vous n'allez pas manger. Ou alors une soupe au Schtroumpf. Mais donc voilà, la question qu'on peut se poser à partir de là, c'est quoi finalement les Schtroumpfs, hein? Alors la réponse, elle nous est donnée par Gargamel dans Le voleur de Schtroumpf. Parce que dans son grimoire, on lui précise qui ils sont. Alors, Schtroumpf, voilà, sorte de petits génies habitant le pays Schtroumpf, mais que l'on rencontre parfois dans nos régions. Les Schtroumpfs ont un langage spécial, ils parlent Schtroumpf. Ils sont, dit-on, très friands d'une plante appelée salspareil. Et la gravure, vous la voyez, planche anatomique, très fidèle de ce qu'est un Schtroumpf. Donc voilà. En très peu de mots, l'essentiel est dit. Donc effectivement, des petits génies, des petits lutins, des farfadets, comme on voudra. En fait, les Schtroumpfs, c'est des Schtroumpfs. Il ne faudrait surtout pas les ramener à un imaginaire folklorique quel qu'il soit. Ce que ne dit pas le manuel de Gargamel, c'est que surtout, ils sont bleus. Et ça, c'est intéressant aussi, parce que ça conditionne aussi la logique éditoriale de la bande dessinée, parce que la seule raison pour laquelle ils sont bleus, c'est que d'une part, Peyo ne voulait absolument pas qu'ils soient roses, comme ici le teint de Gargamel, parce qu'il ne fallait pas que ces personnages soient confondus avec des êtres humains. C'était très important pour lui, les Schtroumpfs ne sont pas des êtres humains. Et d'ailleurs, il y a plein d'épisodes par la suite où, par exemple, dans le Schtroumpfissime, il y a le grand Schtroumpf qui revient alors qu'il y a la débâcle dans le village, et puis il dit « mais vous êtes comportés comme des humains ». Insulte suprême. Dans la malédiction, enfin je ne sais plus, le 13e album de Joanne et Pierre-Louis, vous irez voir. C'est pareil, il côtoie un peu le monde des humains et il s'éclipse très vite. Et il y a un personnage qui demande à Joanne et Pierre-Louis, mais ils sont où? Oh, mais ils sont partis parce qu'ils n'aiment pas trop être avec les humains. Donc il y a vraiment un truc comme ça, les Schtroumpfs ne sont pas des mini-humains. Il faut vraiment se mettre ça en tête. Il ne faudrait surtout pas les confondre avec une sorte d'humanité microcosmique, quoi. Donc il ne fallait pas qu'ils soient roses. Comme ils vivent dans la nature et souvent à côté de végétaux, il ne fallait pas qu'ils soient verts non plus, parce qu'on aurait pu confondre une plante avec un Schtroumpf. Rouge, non. Ça fait petit diablotin. Jaune, ça fait malade. Enfin bon, vous voyez, il restait que bleu, quoi, en fait. Et c'est un peu un hasard éditorial, parce que vous voyez, c'est pareil, la façon dont on choisit les couleurs en bande dessinée à l'époque, c'est par rapport aux couleurs primaires. Hein. Les moyens d'impression sont quand même extrêmement limités. On ne va pas chercher des trucs un peu sophistiqués. Donc voilà, les Schtroumpfs deviennent bleus parce que il n'y avait plus que cette couleur-là. Donc, dans le détail, faudrait se demander qu'est-ce qu'ils racontent en fait, les Schtroumpfs? De quoi les Schtroumpfs sont-ils le nom quelque part? Et pour le savoir, enfin c'est une hypothèse, hein, vous me suivez, vous ne me suivez pas, moi je m'en fous, je continue. Mais je vous rappelle que ça a été publié donc en 1958, précisément en mai 58. Or, il se trouve qu'en avril 58, il se passe quelque chose en Belgique à l'époque, et à Bruxelles en particulier. C'est l'Expo 58 avec l'Atomium et compagnie. Donc, on est dans une époque où on a une foi inébranlable dans le progrès. On est à une quinzaine d'années après la Deuxième Guerre mondiale. On est dans une époque où on essaie d'oublier les traumatismes de cet événement historique on ne peut plus malheureux. Et on est tourné vers l'avenir, vers le futur, notamment vers un futur qui est complètement idéalisé et utopique, hein, et qui permettrait d'accéder au bonheur, notamment grâce à la science et au progrès technique de manière générale. En tout cas, c'est l'univers dans lequel baigne, si vous voulez, l'Europe, l'Europe de l'Ouest en l'occurrence, depuis quelques années, et particulièrement les Belges et les Bruxellois, parce qu'ils assistent depuis un certain temps à l'organisation en fait, de cette exposition.
Vous savez, hein, Bruxelles a été complètement réaménagée pour qu'on puisse accueillir tout ce monde-là pendant les quelques mois que vont durer cet événement. Et cette Europe en construction, voire en reconstruction, hein, qui est quand même celle de la modernité, avec par la suite même les autoroutes, les immeubles, les centres-villes qui vont se développer, etc. On en a presque une image, quelque part, dans les aventures des Schtroumpfs, parce que les Schtroumpfs, mis à part manger de la salade pareille, comme le signale le grimoire de Gargamel, ils passent leur temps à construire des trucs. Donc là, dans le Schtroumpf noir, ils font un pont. Dans la Schtroumpfette, ils font un barrage, qui a un rôle d'ailleurs assez capital dans l'album. Dans le faux Schtroumpf, ils refont un pont. Dans les Schtroumpfs et le Krakoukas, je lis le récitatif, une fois de plus, les Schtroumpfs se sont mis au travail pour reconstruire le pont de la rivière Schtroumpf. Donc il y a une obsession du pont. Comme par la suite, j'imagine, pourrait y avoir une obsession du rond-point, hein, comme nous récemment. Ben, vous voyez, ils construisent, quoi. C'est comme si il y avait cette idée d'être constamment en chantier. Un peu comme, sans doute, ce que peut ressentir un citadin comme Peyo, qui est bruxellois, qui n'a jamais été autre chose que bruxellois, qui déteste la nature, c'est quand même paradoxal. Quand on voit l'environnement des Schtroumpfs. Mais voilà, on a l'impression d'être toujours en travaux. Je vous apprends rien. Hein. Mais voilà, en fait, ça dure depuis les années 50, en fait, cette histoire. Et les Schtroumpfs, c'est vraiment le miroir de ça. Dans le Schtroumpfissime, bah pareil, il y a le Schtroumpfissime qui veut se faire construire un palais. Donc du coup, voilà, ils sont encore une fois en train de faire des fondations, d'élever le palais, etc. Et cette histoire de construction, de reconstruction post-Seconde Guerre mondiale, on la retrouve aussi assez régulièrement dans les aventures des Schtroumpfs, parce qu'il y a une peur constante, il y a une hantise de la destruction. La preuve, c'est qu'ils sont toujours en train de reconstruire le pont. Ça veut dire qu'à chaque fois, il est détruit. Hein. Et puis, leur village est aussi lui-même régulièrement détruit. Hein. Dans les aventures de Johann et Pierre-Louis, dans le pays maudit, il est détruit par un Schtroumpf Schtroumpf du Schtroumpf. Donc un dragon qui crache du feu. Et donc voilà, régulièrement, il y a un incendie, ou bien il y a une inondation, comme dans la Schtroumpfette, ou alors il y a le Krakoukas qui casse tout. Ouais, et on a vraiment l'impression qu'il y a ce souvenir en filigrane de la Seconde Guerre mondiale et de ce qui se passe après. Détruire, reconstruire, voire même dans la fin des Schtroumpfs, l'exode. Ouais, partir parce qu'on n'a pas le choix. Donc il y a vraiment une sorte d'imprégnation du contexte historique dans les Schtroumpfs, et ce, malgré l'univers fantaisiste et complètement détaché du nôtre. Hein, je vous rappelle l'anecdote où finalement l'imaginaire réussit à atteindre une part de réel que la réalité elle-même ne soupçonne pas. Ben, peut-être qu'il y a quelque chose comme ça en fait chez Peyo. Je ne veux pas dire que c'est conscient chez lui. Et d'ailleurs, c'était un personnage qui apparemment n'était pas du tout politisé. Il s'intéressait que de très loin à l'actualité. Mais n'empêche, quand on a un esprit créatif et observateur, on ne peut qu'être poreux, si vous voulez, à l'univers qui nous entoure. Et même si on n'en a pas des enseignements très forts et très, formulés clairement, il y a quand même quelque chose qui ressort à un moment donné. Puis je vous rappelle aussi qu'il y a Delporte à côté, qui est un anarchiste de premier ordre, et qui va être le scénariste presque attitré des premières aventures des Schtroumpfs. Et donc il y a un côté quand même peut-être aussi politisé de cette façon-là, mais c'est pas une politisation peut-être qui est très consciente. En tout cas, je reviens à l'Expo 58. Ce qui est fascinant avec cette expo, c'est qu'elle va brouiller en quelque sorte les frontières entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. Avec l'atomium, je vous apprends rien, l'atomium c'est un cristal de fer, un cristal d'atome donc, qui a été multiplié 165 millions de fois pour être représenté de cette façon-là. Donc on a l'infiniment petit qui devient d'un seul coup infiniment grand. Et à l'inverse, à cette même Expo 58, sous la flèche du progrès que vous voyez en haut à droite, il y avait une mini-Belgique qui avait été reconstituée.
C'est-à-dire que quand on passait en dessous de la flèche du progrès, on pouvait regarder le petit parc qui était aménagé, et c'était censé représenter la Belgique, avec les paysages traditionnels, la nature, les petits villages, mais aussi les constructions plus modernes, qui étaient celles en fait des grandes villes, quoi. Et donc là, c'est pareil, c'est l'infiniment grand, c'est-à-dire un pays quand même un peu grand quand même, non et qui devient infiniment petit. Et donc voilà, il y a un truc qui se passe en fait à l'époque et que l'Expo 58 représente bien. L'infiniment grand devient infiniment petit devient infiniment grand, et du coup, il y a une sorte d'élasticité des échelles qui se présente un peu partout dans la modernité, et qui montre aussi un peu l'importance considérable que l'infiniment petit, en l'occurrence l'atome, va prendre à l'époque. L'atome, l'atomium, c'est quand même aussi l'âge de l'atome, hein. C'est le progrès nucléaire qui est on ne peut plus ambivalent, parce qu'il vient quand même d'une arme à la base, hein, l'arme atomique. Donc voilà, il y a cette histoire-là, qu'on retrouve d'ailleurs pas seulement en Belgique. Il y a beaucoup de films au cinéma, par exemple, qui se font le relais de ce brouillage des échelles. Je pense par exemple à L'homme qui rétrécit de Jack Arnold. Hein, le personnage rapetisse au fur et à mesure du film parce qu'il a été exposé à un nuage de radiation nucléaire, quoi. Donc l'homme, à l'âge de l'atome, il est condamné, si vous voulez, à devenir infiniment petit. C'est-à-dire le monde ne cesse de grandir autour de lui parce qu'effectivement, on maîtrise de mieux en mieux, scientifiquement parlant, le monde dans lequel on vit, mais en même temps, du coup, on est comme perdu au niveau de cet univers-là, au milieu de cet univers-là. C'est comme si le progrès, finalement, se manifestait dans toute son ambiguïté. C'est-à-dire une avancée et en même temps un recul, d'une certaine façon. En tout cas, une inquiétude. Et dans la bande dessinée de l'époque, et particulièrement dans le journal de Spirou, et donc chez Peyo avec les Schtroumpfs qui sont des personnages minuscules, on retrouve cette histoire en 1958 du brouillage des échelles. Et pas seulement chez Peyo, mais aussi chez Franquin, donc son grand ami, je vous rappelle, qui à l'époque publie un album en épisode au même mois où commence Johann et Pierre-Louis, la flûte à six Schtroumpfs, un autre récit qui s'appelle Le prisonnier du Bouddha, dans lequel il rentre dans le parc de Champignac et il se retrouve dans un monde anormal, hein, pour citer Fantasio, parce que tout leur paraît gigantesque. Et Spirou dit « mais nous sommes devenus subitement minuscules ». Bah ouais, forcément, il y a une marguerite à côté de lui qui fait le double de sa taille. Et il y a Fantasio qui répond « non, c'est pire, Spirou, certaines plantes de ce parc sont devenues énormes, c'est de la magie ». Vous voyez, le brouillage des échelles, il est clairement formulé dans cet épisode. On est devenu petit? Mais non, c'est le monde autour de nous qui est devenu énorme, en fait. Et les Schtroumpfs, c'est pareil, en fait. Tout est énorme pour eux. Vous voyez, un champignon, pour eux, c'est un parasol, ou un parapluie, plutôt. Et donc, voilà, le même mois, est-ce qu'ils se sont concertés? J'imagine pas. Mais le même mois, il y a une aventure qui traduit les inquiétudes vis-à-vis de la modernité, parce qu'il y a quand même des trucs un peu bizarres, quoi. Hein. Vous voyez, Spirou, il est pas serein. Vis-à-vis de ce brouillage des échelles. Et le même mois, il y a un champignon, ouais, au premier plan, là, qui va servir quand même de révélateur, parce que c'est en s'écrasant sur ce champignon-là que Spirou s'aperçoit qu'il y a quand même un problème. Et puis les champignons, chez les Schtroumpfs, c'est quand même capital. Les champignons qui rappellent autre chose à l'époque, hein, c'est le champignon atomique. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est un peu ambivalent là-dedans. Dans le progrès en soi, c'est sûr. Est-ce que c'est vraiment positif de pouvoir manipuler les atomes et d'avoir accès à une source d'énergie qui est inépuisable? En soi, oui. En tout cas, c'est ce qui nous fait croire à l'avenir à cette époque-là. Mais en vrai, ça vient quand même d'une bombe. Ça vient d'une arme qui a tué des millions de gens. Et donc, c'est inquiétant. Et cette inquiétude, on la retrouve dans Le prisonnier du Bouddha, parce que l'enjeu de ce récit, c'est le gag.
Ah oui, pardon. Voilà, vous voyez, dans le petit format, la même année, dans Spirou, on retrouve cette histoire d'échelle, parce que Spirou se retrouve avec un mini Fantasio dans la main. Il dit c'est horrible. Fantasio a été réduit 10 à 12 fois. Et donc, il panique. Mais cette inquiétude du rapport à l'échelle, on le retrouve dans les Schtroumpfs régulièrement, notamment à travers le personnage de Gargamel qui veut toujours se venger des Schtroumpfs et qui trouve les moyens, tous les moyens possibles et imaginables, notamment avec des potions, de les attaquer. Là, en fait, il se transforme lui-même en Schtroumpf. Et donc, vous voyez, ce changement d'échelle, on le voit avec le gobelet que Gargamel tient dans la main et qui, dans la dernière case, s'avère être de la même taille que lui. Un peu plus tard, pareil, il prend une potion qui est censée le faire grandir pour pouvoir écraser encore plus efficacement les Schtroumpfs. Mais heureusement, le grand Schtroumpf a interverti la potion et donc il se retrouve à devenir tout petit. Et Gargamel ne se prive pas d'en faire acte, mais je suis tout petit. Par la suite, pareil, il veut se transformer en lui-même quand il a été transformé en Schtroumpf, vous voyez, en faux Schtroumpf. Il se retransforme en lui-même pour pouvoir les écraser. Oui, il redevient lui-même, mais il reste dans la même taille qu'il était juste auparavant. Et on retrouve en fait la même inquiétude, mais là exprimée par Gargamel, que celle qu'exprimaient Spirou et Fantasio plus tôt. Vous vous rappelez ? Ah, mais on est devenu tout petit. Non, c'est pire, c'est le monde qui est devenu énorme. Là, ici, le Gargamel dit « Mais vous êtes tout grand !» Et Grand Schtroumpf répond « Non, c'est toi qui es tout petit. » Non. À l'inverse, dans l'œuf et les Schtroumpfs, il y a un Schtroumpf qui se retrouve comme ça. Donc alors, bonne chance pour retourner chez lui. Donc vous voyez là, l'infiniment petit devient d'un coup infiniment grand, en tout cas aux yeux de l'échelle traditionnelle des Schtroumpfs. Vous voyez qu'il y a un Schtroumpf normal, enfin normal si on peut le dire, en tout cas de taille normale, qui est à côté de lui pour bien montrer la différence. Et puis il y a les maisons tout autour. Donc, vous voyez, cette histoire d'échelle, on la retrouve un peu partout. Et en fait, elle est caractéristique, hein, je le répète, de la bande dessinée d'époque, et puis surtout de la façon qu'elle a de s'approprier les paysages, notamment avec les cartographies. Vous voyez, là, c'est dans le début des Schtroumpfs noirs, dans la version album, dans la version A4. Cette case-là, on ne la voit pas dans l'album original, le mini-format. Et donc, ça cartographie le pays Schtroumpf à la façon de la Belgique miniature qu'il y avait sous la flèche du progrès, en fait. Et il n'y a pas que à l'époque, chez les Schtroumpfs, qu'on retrouve ça. On retrouve cette comment dire, approche également de l'autre côté de la frontière avec Astérix. Vous savez, Astérix, les aventures d'Astérix commencent toujours de la même façon, c'est-à-dire on a une carte de la Gaule avec une loupe qui est centrée sur le village gaulois, qui n'a pas de nom, c'est le village gaulois, et le village gaulois est représenté en zoom, quoi. Mais ce zoom, il est un peu comme là, c'est finalement une sorte de simplification miniature de ce qu'est censé représenter le village en vrai. Vous voyez là, les champignons sont tous les uns contre les autres. On peut compter les maisons, alors que normalement ils sont quand même 100 les Schtroumpfs. Donc voilà, ce côté miniature, c'est vraiment comme s'il y avait eu une sorte de leçon qui avait été retenue par rapport à la Belgique en modèle réduit de l'Expo 58. Quel rapport, vous allez me dire, entre la flûte à 6 Schtroumpfs et la modernité, les années 50, parce que je vous rappelle que Johann et Pierre-Louis, ça se passe au Moyen-Âge, ça n'a rien à voir avec le reste. Hein. Il n'y a pas vraiment de moyen de faire de pont, sauf si on veut bien en trouver. En l'occurrence, la fameuse flûte à 6 Schtroumpfs, c'est une flûte qui a le pouvoir de toujours jouer juste et de forcer, d'inciter. Les gens ne peuvent pas s'empêcher de danser à partir du moment où ils entendent la flûte jouer. Et ça va plus loin que ça. Si on joue trop longtemps, le personnage finit par s'évanouir. Donc on voit bien qu'il y a une sorte de résurgence du joueur de flûte d'Hamelin, vous voyez, qui enchante un peu les rats dans la ville et puis qui après va faire la même chose pour les enfants parce qu'il n'a pas été payé.
Parce qu'on a l'image d'un instrument, d'un outil qui est séduisant à tel point qu'on ne peut pas lui résister, et qui pour autant s'avère au final dangereux. Ben, peut-être que c'est une définition de la modernité. Ouais. Qu'à travers cette histoire de flûte, on pourrait retrouver finalement une sorte d'allégorie de la modernité dans les années 50. Effectivement, un truc extrêmement séduisant, enchanteur. Hein, c'est littéralement enchanteur. Ça fait croire, en tout cas, ça fait espérer en un futur où on sera tous heureux. C'est vraiment ce qu'on peut retenir des années 50, parce que c'est la raison aussi pour laquelle il y a un attachement qui est terrible par rapport à cette décennie-là, au-delà de la bande dessinée, du cinéma, etc. Vous savez, le vintage, il y a vraiment quelque chose qui se cristallise là-dedans, parce que c'est une époque heureuse, en tout cas, on l'espère. Je vous rappelle qu'il y avait un village de restaurants qui avait été créé à l'Expo 58, qui s'appelait la Belgique heureuse. Hein. Donc c'est un moment heureux, et qui espère en un futur encore plus heureux. Et donc voilà, il y a ce côté vraiment très séduisant de ce discours, mais qui en même temps peut s'avérer extrêmement dangereux. Parce que, bah ouais, on manipule quand même l'atome, hein, la structure même du monde. Il y a quand même de quoi être un petit peu inquiet, quoi. Et le rapprochement que je voulais évoquer tout à l'heure entre le prisonnier du Bouddha et la flûte à 6 schtroumpfs, c'est qu'en fait, les deux instruments, les deux outils qui sont au cœur des deux récits, donc la flûte d'un côté et ce qui s'appelle le gag de l'autre, le gag c'est l'acronyme de générateur atomique gamma, vous comprenez le gag, qui, grâce à un rayon, vous le voyez en haut à droite, permet de soulever n'importe qui, n'importe quoi, quel que soit son poids, comme on veut. Et ce que subit Fantasio, notamment dans le strip du bas, c'est quand même très similaire à ce que subit Johan quand Pierre-Louis joue de la flûte à côté. Alors encore une fois, est-ce qu'ils se sont concertés? J'en sais rien. Est-ce que c'est une influence inconsciente? N'empêche qu'il y a ce côté, à cause de la modernité, on est amené à faire des trucs qu'on ne voudrait pas faire. C'est comme si on n'était plus nous-mêmes. C'est comme si on était dépossédé de notre libre arbitre et de nos propres capacités, quoi. Et donc voilà. Que ce soit à travers la science-fiction et ce fameux générateur atomique gamma ou la fantaisie médiévale avec la flûte, il y a cette idée qu'il y a quelque chose de magique. Je vous rappelle ce que disait Fantasio hein, quand il était effrayé de voir que le monde autour de lui avait grandi ou si c'était lui qui avait rapetissé. C'est de la magie, avait-il dit. Ah ouais, il y a quelque chose de magique. Quelque chose de magique qui se fait dans ces deux albums-là. Il y a quelque chose de magique qui se crée à l'époque avec la modernité qui se fait jour. Mais cette magie, elle a double tranchant en réalité. Il y a quelque chose d'inquiétant aussi qui se manifeste à ce moment-là. Et cette inquiétude, dans la flûte à 6 schtroumpfs, elle est prise en charge par les schtroumpfs eux-mêmes, et notamment par l'habitat, le lieu d'habitation, en tout cas la région dans laquelle ils vivent. Parce que dans le plan que je vous ai montré tout à l'heure, on parle de pays schtroumpf. En fait, à l'origine, dans la flûte à 6 schtroumpfs et dans le schtroumpf noir par exemple, le nom de ce pays a une appellation beaucoup plus spécifique, c'est le pays maudit. Les schtroumpfs habitent le pays maudit. C'est quand même... ça laisse songeur. Et c'est vrai que quand Johan et Pierre-Louis arrivent sur place, vous voyez, Pierre-Louis dit à Johan « Où sommes-nous » Johan répond « Au pays maudit ». Pierre-Louis, avec son sens de l'à-propos, tu crois? Eh ben, il n'y fait pas gai. C'est sinistre. Bah ouais, c'est sinistre. Enfin, je veux dire, il y a des arbres, d'accord, mais bon, ils sont morts. Hein. Il n'y a pas de végétation. On a l'impression que c'est un truc à l'abandon, littéralement maudit. Vous voyez, dans les schtroumpfs noirs, même si on les voit tout contents, les personnages, et puis que leur village, il est quand même très coloré, on rappelle que les schtroumpfs, ce sont des petits habitants du pays maudit. Donc, voilà, pays maudit. C'est quand même un nom particulier pour des personnages comme ça, quoi, qui sont quand même la plupart du temps souriants, comme là sur l'image, heureux,
joviaux, etc. Donc il y a quelque chose de bizarre en fait. En fait, pourquoi maudit? Certes, dans les premiers titres, c'est parce que le paysage est complètement aride, voire hostile, et qu'on a l'impression que l'homme, en tout cas, ne pourrait pas y vivre. Mais c'est aussi parce que peut-être on pourrait s'interroger pour savoir pour qui, en fait, il est maudit. Visiblement, il n'est pas maudit pour les Schtroumpfs, parce qu'il s'éclate. Hein. Mais peut-être qu'il est maudit pour les hommes. Vous voyez ? Maudit au sens d'interdit, en fait. Vous voyez ? Maudit sera l'être humain qui pénétrera dans le pays maudit, quoi, en fait. Donc, il y a vraiment l'idée qui est développée, notamment dans les albums de Johann et Pierre-Louis, que le pays maudit, il est introuvable. On ne peut pas l'atteindre. Même quand il y aura Gargamel, lui-même, il a beau vouloir rechercher le pays maudit, jamais il retombe dessus. Donc il y a un côté vraiment interdit, dans le sens où les êtres humains en sont totalement écartés. Donc maudit pour les êtres humains, vraiment. C'est comme si ceux qui pénétraient, les hommes qui pénétraient dans ce pays, ils franchissaient un pas de trop, quoi, en fait. C'est encore une fois peut-être une allégorie du progrès et de la modernité. Le progrès, d'accord, mais peut-être que en franchissant certaines limites, celles de l'infiniment petit, on va accéder à ce pays maudit. Et c'est vrai que, en fait, tout dépend des êtres humains qui pénètrent dans ces lieux. Quand c'est Johann et Pierre-Louis, ils font que le bien, donc tout va bien. Au contraire, ils viennent aider la plupart du temps, Johann et Pierre-Louis. Mais quand ce sont des autres êtres humains, ça va bien plus mal, comme dans l'album de Johann et Pierre-Louis qui s'appelle justement « Le pays maudit », où on voit ici, il y a un personnage qui exploite les Schtroumpfs pour leur faire extraire un minerai, en l'occurrence des diamants. Voilà, vous voyez, exploiter le progrès à des fins mercantiles, à des fins qui ne sont pas seulement ceux du bien-être, ça peut arriver à des dérives, en fait. Et c'est là qu'on voit peut-être une allégorie sur les dérives du progrès. Dans le même album, il y a d'ailleurs le grand Schtroumpf qui pénètre dans la gueule d'un dragon pour éteindre le feu qui brûle dans sa gorge. C'est troublant parce que en rentrant dans la gueule du dragon, déjà on a l'impression que c'est un paysage de science-fiction plutôt qu'un paysage vraiment de squelettes, etc. Et puis quand il s'approche du cœur du dragon, on a l'impression qu'il s'approche d'un cœur atomique, quoi. En tout cas, il y a une façon de représenter ça avec la lumière qui irradie, avec la chaleur, le fait qu'il peine à avancer, qui rappelle un peu ce que la science-fiction classique peut... les stéréotypes à laquelle elle peut faire appel pour représenter en fait la force nucléaire et la force atomique. Donc voilà, il y a cette ambiguïté qui est présente chez les Schtroumpfs, à savoir que le pays est maudit, mais évidemment pas pour les Schtroumpfs, il est maudit pour ceux qui, les hommes, qui y pénètrent et qui ont de mauvaises intentions. Au même titre que la modernité, quelque part, elle peut être maudite elle aussi. Ouais. Si le progrès est utilisé à des fins qui sont louables, et encore, c'est pas toujours évident, on peut s'en sortir, mais la plupart du temps, en fait, il y a des dérives qui sont faites. Cette ambiguïté avec le pays maudit, elle s'efface très vite, en fait, des aventures des Schtroumpfs, parce que le village et l'environnement qu'il y a tout autour, il fleurit, il se peuple de végétation. Vous voyez, ça n'a plus rien à voir avec l'image de Johann et Pierre-Louis, quand Pierre-Louis disait « Ah bah c'est pas gai, le pays maudit ». Là, c'est quand même beaucoup plus beau, quoi. Et ça, c'est très vite, en fait, que les Schtroumpfs vont commencer à vivre dans un endroit qui est extrêmement bucolique, extrêmement verdoyant. Mais ça intervient au moment précis où, dans les aventures des Schtroumpfs, il n'y a quasiment plus d'êtres humains. Johann et Pierre-Louis, dans les Schtroumpfs, n'interviennent plus, jamais. Les Schtroumpfs vivent dans un pays où ils sont que seuls. C'est le pays Schtroumpf, quoi. La seule présence humaine qui vient en paradoxe, quelque part, avec
ce qui était dit au départ, à savoir que les Schtroumpfs ils vivent dans un pays maudit qui est inaccessible à l'être humain, etc., c'est la présence de Gargamel. Gargamel, il n'est pas dans l'équation au départ. Je veux dire, il n'y a pas d'être humain dans le pays maudit. Là, dès lors que on accède à un paysage verdoyant comme ça, il y a quand même cette menace de l'humanité incarnée par Gargamel qui est présente. Et qui n'est pas très loin, en fait, ils ne sont pas très loin. On voit souvent dans des cases, ils sont à quoi 1-2 km de distance. Et donc cette ambiguïté du pays maudit qui devient le pays Schtroumpf, elle est prise en charge quelque part par Gargamel, qui est cette présence humaine qui reste là, pesante sur la magie que représentent les Schtroumpfs, mais qui pourrait être malheureusement détournée, ou en tout cas détruite, dévoyée, si elle tombait entre de mauvaises mains. Et cette ambiguïté, on la retrouve aussi, quelque part, dans le rapport qu'entretiennent le Grand Schtroumpf et Gargamel. Parce que finalement, Gargamel, c'est ni plus ni moins que la némésis du Grand Schtroumpf, et ils ont même les mêmes comportements quelquefois. Alors, Grand Schtroumpf est quand même beaucoup plus sympa, et il ne cherche pas à se venger à tout bout de champ, mais vous voyez, ces deux cases sont assez troublantes, parce que c'est la même case, en fait. C'est la même case. Il y a même la charpente qui est utilisée dans le coin à droite pour souligner l'encadrement. Et ils ont même la même expression. Bon, Gargamel, une expression encore un peu plus rageuse, hein, mais en tout cas, le Grand Schtroumpf, de son côté, il est très sérieux, quoi. Hein, c'est pas le moment de le déranger, en tout cas. Hein. Le Grand Schtroumpf, qui d'ailleurs est un petit peu soupolé dans les aventures des Schtroumpfs, parce que régulièrement il se met en colère. Hein, il faut pas, y a une patience qui a des limites, c'est la vieillesse. Mais voilà, cette ambiguïté, elle est là, quoi. Et peut-être qu'on a les deux faces aussi de ce que représente le savoir, la science, une science certes magique, mais qui d'un côté peut être, comment dire, productrice de choses extrêmement positives, et de l'autre, plutôt productrice de mort. La grosse différence qu'il y a entre les deux laboratoires que l'on voit, c'est que d'un côté, chez le Grand Schtroumpf, on a une petite fleur dans une bouteille, et de l'autre, on a une bouteille avec une tête de mort dessus, donc on peut supposer qu'il ne faut pas la boire, et dans sa bibliothèque, il y a un crâne aussi. Donc vous voyez, d'un côté, on a une magie qui est peut-être mise au service de la vie, tandis que de l'autre côté, on a une magie qui serait mise au service de la mort. Il n'empêche qu'il y a une sorte de réversibilité comme ça entre le Grand Schtroumpf et Gargamel, qu'on voit très bien dans Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, parce qu'il y en a un qui avait pris la place de l'autre. Bon, je vous passe les détails, mais le Grand Schtroumpf s'était transformé en Gargamel pour pouvoir comment dire, faire peser une menace sur le pays Schtroumpf de façon à ce qu'ils découvrent que les Schtroumpfs, ils doivent être solidaires et travailler ensemble de concert. Et à l'inverse, le Gargamel, pardon, il se transforme en Grand Schtroumpf. Et là, à ce moment-là, ils reprennent leur place respective. Il y a un truc un peu troublant, hein, quand on les voit là en train de se muter comme ça, à cheval l'un sur l'autre. Finalement, c'est comme si le Grand Schtroumpf et Gargamel, c'était à leur tour Schtroumpf vert et vert Schtroumpf, c'est-à-dire la même chose en fait. Hein, les deux faces d'une même pièce. Et d'ailleurs, très souvent, le Grand Schtroumpf, il est aussi responsable indirectement ou directement des catastrophes qui pèsent sur le pays Schtroumpf, à savoir, là dans le Schtroumpfissime, c'est parce qu'il lui manque un ingrédient qui doit s'éloigner du village, laisser les Schtroumpfs livrés à eux-mêmes, et c'est à cause de ça qu'il va y avoir des élections, comme chez les humains, et que ça va partir totalement en cacahuète. Pareil, dans les Schtroumpfs et le Krakoukas, là, le Grand Schtroumpf, il se la joue un petit peu Frankenstein, parce qu'il invente un engrais qui est censé aider à la fertilisation, mais qui transforme tout ce qui touche en monstre. Il confie l'engrais en question à deux Schtroumpfs qui sont censés l'enterrer dans le désert. En fait, il le jette dans un ravin, et il y a une goutte qui atterrit dans le gosier du pauvre petit oisillon qu'on voit là-bas, et qui se transforme en Krakoukas, c'est-à-dire cette bête monstrueuse, disproportionnée. Vous voyez au passage qu'il y a cette différence, encore une fois, entre l'infiniment petit, le petit oisillon, et l'infiniment grand, c'est-à-dire l'oiseau qui, en un tour d'aile, détruit une fois de plus le pont des Schtroumpfs qui devront reconstruire à l'album suivant. Il n'y a pas que le Grand Schtroumpf qui est vecteur d'ambiguïté, il y a aussi le Schtroumpf bricoleur,
Notamment dans le Schtroumpfer de pluie, c'est-à-dire qu'il invente une machine qui règle le climat. Et là aussi, ça tourne en catastrophe et en destruction, une fois de plus, du village. Et il y a enfin un autre récit qui pourrait être une allégorie de ce que peut représenter le progrès pour Peyo à l'époque, c'est l'œuf et les schtroumpfs. Sachant que l'œuf, finalement, symboliquement, ça incarne quoi? Ça incarne un peu toutes les potentialités du futur. C'est-à-dire que l'œuf, c'est tout ce qui sera, mais on ne sait pas encore ce que ce sera. Et en l'occurrence, c'est un œuf magique, parce que quand on tape avec sa cuillère dessus et qu'on fait un vœu, le vœu est exaucé. Et là, c'est de nouveau la catastrophe, vous voyez. Si le progrès se voit exaucé, ouais, c'est cool. si le progrès se voit exaucé, eh ben, ouais, vous voulez un verre? Ben, c'est la catastrophe, il y en a qui se transforment en saucisses. Il y a 15 grands schtroumpfs, parce qu'ils veulent tous la place du grand schtroumpf. Enfin bref, le progrès, voilà, ça peut être ça aussi. Quand on veut voir s'exaucer les vœux par le biais de la magie, notamment celle de la magie atomique ou la magie nucléaire, ben, ça peut vraiment tourner à la catastrophe. Et la solution du grand schtroumpf, c'est celle-là, c'est de souhaiter que tout redevienne comme avant. Et là aussi, on a l'impression que c'est une sorte d'antidote anti-progrès, donc un peu inquiétante aussi d'une certaine façon, parce qu'il y a un relent conservatiste aussi là-dedans. Hein. Mais néanmoins, voilà, c'est redevenir comme avant, revenir à avant, c'est-à-dire surtout freiner des cas de fer pour ne pas que le progrès trouble l'équilibre qui est celui du village. On peut le voir aussi comme l'intervention des humains ou du monde des humains qui justement vient troubler le monde de l'atome et il faut le laisser tranquille, le monde de l'atome. Vous voyez, on peut le voir comme ça, quoi. Je vous rappelle aussi d'ailleurs que, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la flûte à 6 schtroumpfs, elle est produite par les schtroumpfs. C'est-à-dire c'est eux qui sont capables de produire l'enchantement qui découle du jeu de la flûte, et ils en savent aussi les inconvénients et les dangers. Ils disent ouais, ce serait quand même mieux que les êtres humains ils l'aient pas, quoi, hein. Si vous pouvez nous la rendre, ce serait sympa. Donc il y a vraiment ce côté très suspicieux en tout cas à l'égard de la modernité, notamment la modernité technique, les progrès industriels, tout ce que vous voulez. Et donc peut-être que le secret des schtroumpfs, au-delà de ce conservatisme, c'est en fait de développer un univers qui est complètement utopique, d'où cette insistance de Peyo à dire que ce n'est pas des êtres humains, et surtout pas des mini-êtres humains, c'est un monde qui est à part, une sorte d'utopie, où les schtroumpfs sont heureux quand ils sont entre eux, et quand en fait le monde ne change pas autour d'eux, quitte à ce qu'ils doivent toujours recommencer la même chose, à savoir reconstruire un pont. Cette utopie, peut-être qu'on pourrait la représenter de manière un peu rêveuse à travers les couleurs qui sont celles des personnages, à savoir le bleu et le blanc, le bleu du ciel, le blanc des nuages. C'est un peu comme si, éparpillé sur le sol, on voyait l'infiniment grand du ciel se mirer dans l'infiniment petit de ces personnages, et comme si on avait enfin accès à une part de rêve et d'infini à travers ces petits personnages qui nous font tant rêver, et je pense que j'ai dépassé le temps limite. Mais je vous remercie.